Dans la nature sauvage et reculée du Maine, 3 femmes ont dirigé pendant plus de 30 ans ce qui semblait être un sanctuaire religieux. 600 femmes y sont entrées en quête de guérison spirituelle. Moins de la moitié sont jamais rentrées chez elles. Celles qui sont revenues en sont revenues changées. Les archives principales de l'État contenaient le témoignage d'une survivante si troublant que les autorités ont refusé de le rendre public pendant plus d'un siècle. Ce soir, nous révélons ce qui s'est réellement passé derrière les murs de pierre du couvent des larmes éternelles. Avant de poursuivre l'histoire du couvent des larmes éternelles, sachez que cette chaîne n'est pas faite pour tout le monde. Elle est réservée aux âmes les plus courageuses, celles qui osent explorer les chapitres les plus sombres de l'histoire américaine. Si vous avez le courage d'entendre ce qui s'est réellement passé dans l'ombre de notre passé, appuyez sur le bouton s'abonner et dites-nous dans les commentaires de quel état vous écoutez. Êtes-vous assez brave pour rejoindre notre communauté de véritables chercheurs de mystères? Découvrons-le ensemble. Ce qui rend cette histoire particulièrement glaçante, c'est qu'elle n'était ni motivée par le fanatisme religieux, ni par des forces surnaturelles, mais par quelque chose de bien plus terrifiant. La poursuite calculée du savoir à n'importe quel prix humain, dissimulée derrière une façade de charité chrétienne. À la fin du XVIIIe siècle, le district du Maine faisait encore partie du Massachusetts, un territoire sauvage, où des communautés isolées luttaient pour survivre à des hivers rigoureux et à des réalités encore plus dures. La ville côtière de Millbridge, qui comptait à peine 300 âmes, servait de comptoir commercial pour les marchands de bois et les pêcheurs assez courageux pour affronter les eaux traîtresses de l'Atlantique. À 15 milles à l'intérieur des terres, à travers une forêt dense marquée uniquement par des sentiers de chasse amérindiens, se trouvait une parcelle de terrain qui deviendrait synonyme d'horreurs indicibles. Les femmes Ashford arrivèrent à Millbridge par un matin gris d'octobre 1798. Leur chariot tiré par des chevaux, chargé de caisses mystérieuses et de fournitures médicales, attira les regards curieux des habitants. La mère supérieure Agatha Ashford descendit du chariot avec l'allure d'une noblesse européenne. C'était une femme frappante, au début de la quarantaine, aux cheveux couleur d'orbite striés d'argent et aux yeux gris perçants qui semblaient cataloguer chaque détail de son environnement. Sa voix portait l'accent raffiné de la société anglaise instruite, et son comportement suggérait quelqu'un habitué à commander et à être obéi sans réserve. Sœur Prudence Ashford émergea ensuite, une femme grande et maigre d'une trentaine d'années, à la peau d'albâtre et aux mains qui se déplaçaient avec la précision gracieuse d'un maître artisan. Ses doigts étaient longs et pâles, d'une stabilité inhabituelle qui se révélerait plus tard essentielle à son œuvre macabre. Contrairement à sa supérieure, Prudence parlait peu, observant le monde à travers des yeux bleu pâle qui ne laissaient rien transparaître de ses pensées. Lorsqu'elle parlait, sa voix conservait des traces d'un accent écossais, cultivé, mais avec une froideur sous-jacente qui mettait mal à l'aise même les frontaliers les plus endurcis. La plus jeune du trio, la novice Tempérance Ashford, semblait à peine âgée de 22 ans. Elle possédait une beauté envoûtante qui attirait immédiatement l'attention. Des cheveux noirs corbeaux, une peau de porcelaine et des yeux sombres qui semblaient receler des secrets anciens. Mais quelque chose dans cette beauté était dérangeant, une qualité qui poussait instinctivement les mères à rapprocher leurs enfants lorsqu'elle passait. Son sourire n'atteignait jamais ses yeux, et elle avait l'habitude troublante d'étudier les gens comme s'ils étaient des spécimens dans une collection. Les femmes Ashford prétendaient être des nonnes anglicanes fuyant la persécution religieuse en Angleterre et cherchant à établir un nouvel ordre dans la nature sauvage américaine. Elles portaient d'impressionnantes lettres de recommandation émanant de responsables ecclésiastiques anglais, des documents qui se révéleraient plus tard être des faux magistraux. Leur histoire était suffisamment convaincante pour satisfaire la communauté protestante de Millbridge, qui voyait dans la présence de femmes religieuses instruites une influence civilisatrice sur leur rude colonie frontalière. Avec des pièces d'or qui semblaient inépuisables, les sœurs achetèrent près de 200 acres de terre forestière, isolée à une veuve reconnaissante qui peinait à rembourser les dettes de son défunt mari. Le prix payé, 3 fois la valeur estimée du terrain, fit lever des sourcils, mais assura aussi la coopération enthousiaste des autorités locales. Elles engagèrent immédiatement tous les charpentiers, maçons et ouvriers disponibles de la région pour construire leur retraite religieuse. Le bâtiment qui s'éleva de la nature sauvage au cours des 8 mois suivants ne ressemblait à aucune structure religieuse que les ouvriers avaient jamais vue. 3 étages de pierre grise extraite de la côte voisine
avec des murs assez épais pour étouffer tout son provenant de l'intérieur. Les fenêtres étaient inhabituellement petites et placées haut sur les murs, rendant impossible toute vue depuis le sol. Le plus étrange était le niveau du sous-sol, qui nécessitait des excavations importantes et des fondations renforcées bien au-delà de ce qui aurait été nécessaire pour un simple espace de stockage. Interrogée sur cette architecture inhabituelle, la mère supérieure Agatha expliqua avec un sourire serein que la pénitence exige la solitude, et que la solitude exige un confinement approprié. Nos sœurs en Angleterre, dit-elle, ont appris que la guérison spirituelle est la plus efficace lorsque le pénitent est complètement retiré des distractions du monde. L'explication satisfit la plupart des auditeurs, bien que certains ouvriers plus âgés se demandassent en privé pourquoi une maison de Dieu devait tant ressembler à une forteresse. Les femmes Ashford supervisaient chaque détail de la construction avec une attention méticuleuse. Elles insistèrent sur des modifications spécifiques qui semblaient étranges aux bâtisseurs. Des portes renforcées avec de lourdes serrures, des systèmes de drainage capables de gérer de grands volumes de liquide, et des conduits de ventilation plus adaptés à un établissement médical qu'à un couvent. Lorsque les ouvriers posèrent des questions sur ces éléments, les sœurs citaient leur expérience dans des institutions religieuses similaires en Europe, affirmant qu'il s'agissait d'aménagements standards pour un accompagnement spirituel intensif. Le docteur Samuel Hartwell, médecin itinérant qui parcourait les colonies frontalières, devint l'un des premiers et des plus fervents soutiens des sœurs. Cinquantenaire à la réputation de pensée médicale progressiste, le docteur Hartwell fut immédiatement impressionné par la connaissance apparente qu'avaient les sœurs de la psychologie féminine et des troubles mentaux. Lors de leur première rencontre, il fut stupéfait par leur compréhension sophistiquée de conditions que la plupart des médecins reconnaissaient à peine. Les sœurs possèdent une remarquable perspicacité quant à la nature de l'hystérie féminine et de la mélancolie, écrivit-il dans son journal. Leur méthode, bien que non conventionnelle, repose sur des principes médicaux solides, qui, je le crains, sont des décennies en avance sur la pratique américaine actuelle. Elle parle de techniques visant à traiter les causes profondes des troubles mentaux, plutôt que de simplement en soulager les symptômes. Ce que le docteur Hartwell ne consigna pas dans son journal officiel, c'était la conversation privée qu'il eut avec la mère supérieure Agatha au sujet des arrangements financiers de leur collaboration. En échange de l'orientation des cas difficiles vers le couvent et de la fourniture de matériel médical par l'intermédiaire de ces relations, le docteur Hartwell recevrait un paiement mensuel substantiel et l'accès à des études de cas détaillées susceptibles de faire avancer sa propre carrière médicale. Pour un médecin peinant à gagner sa vie sur la frontière, c'était une offre trop précieuse pour être refusée. La réputation du couvent se répandit dans tout le territoire avec une rapidité remarquable. Des familles de colonies aussi éloignées que Portsmouth, Portland et même Boston commencèrent à entendre des recommandations chuchotées sur la capacité miraculeuse des sœurs Ashford à transformer des femmes difficiles en citoyennes modèles. Le coût était élevé, 20 $ d'argent pour un mois de traitement, 50 pour 3 mois et 100 pour ce qu'elles appelaient une réforme complète. Mais pour des familles désespérées confrontées à des filles scandaleuses ou à des épouses hystériques, cela semblait un prix modique à payer pour la paix et la respectabilité. Les types de femmes envoyées au couvent des larmes éternelles reflétèrent les angoisses sociales de l'Amérique du début du XIXe siècle. Des mères célibataires refusant de révéler l'identité de leurs amants arrivaient aux côtés d'épouses ayant publiquement contesté l'autorité de leur mari. Des filles rejetant des mariages arrangés étaient livrées à la même institution que des femmes ayant montré un intérêt jugé excessif pour les livres ou la politique. Le fil conducteur était la défiance. Des femmes qui, d'une manière ou d'une autre, avaient franchi les limites étroites du comportement féminin acceptable. Les tensions religieuses de l'époque jouaient également un rôle dans la clientèle du couvent. Des familles puritaines envoyèrent parfois des filles qui s'étaient intéressées aux enseignements anglicans ou méthodistes, tandis que des familles anglicanes se débarrassaient de filles attirées par la ferveur émotionnelle des réveils baptistes. Les sœurs Ashford acceptaient toutes les confessions avec le même enthousiasme, affirmant que leur méthode transcendait les différences sectaires, grâce au pouvoir universel de la discipline chrétienne. Le premier signe indiquant que quelque chose n'allait fondamentalement pas au couvent des larmes éternelles survint lors d'une nuit glaciale de février 1803, lorsque le jeune Thomas Brewster chassait dans la forêt entourant l'institution mystérieuse.
Le trappeur de 20 ans suivait un cerf blessé depuis des heures, à travers la nature enneigée, lorsqu'un son inhabituel attira son attention vers le bâtiment de pierre qui se dressait sombre contre le ciel hivernal. Thomas avait grandi dans ces bois et connaissait chaque son naturel, le craquement des branches chargées de glace, le hurlement lointain des loups, le murmure du vent dans les aiguilles de pin. Mais ce qu'il entendit cette nuit-là était différent, profondément dérangeant et indéniablement humain. À travers l'air lourd de neige, montèrent des cris qui s'élevaient et retombaient en vagues, s'éteignant parfois en gémissements désespérés avant d'exploser de nouveau en hurlements primaires d'agonie qui glacèrent le sang dans ses veines. Abandonnant sa proie blessée, Thomas s'approcha du couvent, le cœur battant, tandis que les sons terribles continuaient. Le bâtiment semblait entièrement plongé dans l'obscurité de l'extérieur, mais en contournant l'arrière, il remarqua une faible lueur émanant de fenêtres du sous-sol partiellement dissimulées par des congères. Les cris s'intensifièrent à mesure qu'il approchait, accompagnés d'autres bruits, le cliquetis d'instruments métalliques, des conversations murmurées et quelque chose qui ressemblait de manière troublante à des scies. À travers une fenêtre de sous-sol partiellement givrée, Thomas aperçut une scène qui le hanterait pour le reste de sa vie. Le sous-sol avait été transformé en ce qui ne pouvait être décrit que comme un amphithéâtre chirurgical, brillamment éclairé par des dizaines de lampes à huile et de bougies, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Une femme était attachée à une table en bois par des sangles de cuir, sa tête immobilisée par un appareil métallique qui ressemblait davantage à un instrument de torture qu'à un équipement médical. Sœur Prudence se tenait au-dessus de la femme entravée, son visage habituellement pâle rougi par la concentration, tandis qu'elle manipulait ce qui semblait être une longue et fine tige métallique. La tête de la patiente était partiellement rasée, révélant un cuir chevelu pâle marqué de lignes sombres tracées à l'encre. Le plus horrible de tout, il y avait clairement une ouverture dans le crâne de la femme. Thomas pouvait voir l'éclat de l'os exposé et quelque chose de plus sombre en dessous qu'il réalisa avec une horreur écœurante être du tissu cérébral. Les yeux de la femme hurlante étaient grands ouverts de terreur et de douleur. Mais ce qui rendait la scène encore plus cauchemardesque était le détachement clinique de ses bourreaux, la mère supérieure. Agatha se tenait à proximité avec un carnet, consignant calmement des observations comme si elle documentait une procédure médicale de routine. La novice Tempérance tenait des instruments supplémentaires, les passant à Sœur Prudence avec l'efficacité exercée d'une assistante chirurgicale expérimentée. Thomas observa, figé d'horreur, tandis que Sœur Prudence enfonçait la tige métallique plus profondément dans le crâne de la femme. Les cris atteignirent un paroxysme qui semblait faire trembler les pierres mêmes du bâtiment, puis cessèrent brusquement lorsque la patiente perdit connaissance. Les sœurs continuèrent leur travail avec une précision méthodique, apparemment nullement troublées par le fait que leur patiente ne réagissait plus à leurs soins. Incapable d'en supporter davantage, Thomas s'enfuit dans la nuit, trébuchant dans les congères dans une panique aveugle. L'image de cette chambre du sous-sol se grava dans sa mémoire. L'efficacité désinvolte des procédures, le détachement scientifique des responsables, et plus terrifiant encore, la réalisation que ce n'était clairement pas la première fois. De telles horreurs s'étaient produites à maintes reprises derrière ces murs de pierre. Lorsque Thomas atteignit la ville le lendemain matin, il fit irruption dans la forge de son père, débiter des propos incohérents sur des chambres de torture et des opérations du cerveau avec une intensité si frénétique que son père craignit que le garçon n'ait subi une crise mentale. L'aîné Brewster, homme pragmatique qui valorisait la stabilité communautaire par-dessus tout, écouta avec une inquiétude croissante, tandis que son fils décrivait des scènes qui semblaient relever de romans gothiques plutôt que d'une institution religieuse respectable. « Thomas, » dit prudemment son père, « tu chassais seul dans une tempête de neige, dans l'obscurité, après avoir suivi un animal blessé pendant des heures. L'esprit peut jouer de terribles tours dans de telles circonstances. Peut-être ce que tu as vu était-il une sorte de procédure médicale. Les sœurs sont connues pour traiter divers maux féminins nécessitant des interventions intimes. Mais la description de Thomas était trop détaillée, trop précise pour être écartée comme une hallucination ou un malentendu. Il pouvait décrire l'agencement de la chambre du sous-sol, les instruments spécifiques qu'il avait observés et, de manière plus convaincante encore, la manière clinique dont les procédures étaient menées. Ce n'était pas la violence chaotique de la folie, mais quelque chose de bien plus sinistre, systématique, méthodique et manifestement pratiqué.
l'aîné Brewster décida de consulter le diacre Morrison, le citoyen le plus respecté de la ville et l'autorité morale officieuse. Morrison était un homme prudent, qui avait bâti sa réputation sur un jugement réfléchi et l'harmonie communautaire. Les sœurs Ashford avaient été des citoyennes modèles pendant 5 ans, contribuant généreusement aux œuvres locales et conservant une parfaite bienséance lors de leurs rares apparitions publiques. Plus importante encore, plusieurs familles influentes avaient actuellement des filles et des épouses en traitement au couvent. Nous devons être extrêmement prudents, avertit le diacre Morrison après avoir entendu le récit de Thomas. Des accusations de cette nature pourraient détruire des réputations et déchirer notre communauté. Ce sont des femmes de Dieu respectées, pas des criminels ordinaires. Il doit y avoir une explication raisonnable à ce que le garçon pense avoir vu. Cependant, le diacre était trop responsable pour ignorer entièrement de telles allégations. Il accepta de mener une enquête discrète, visitant le couvent la semaine suivante sous le prétexte de discuter d'un événement de collecte de fonds pour l'Église, nécessitant la participation des sœurs. La mère supérieure, Agatha le reçut dans le parloir austère du couvent, une pièce sobrement meublée dominée par un grand crucifix en bois et des peintures religieuses qui semblaient observer les visiteurs d'un regard jugeant. Son comportement était parfaitement gracieux et composé, ne montrant aucun signe d'anxiété ou de culpabilité, alors qu'elle servait le thé et s'enquérait de la santé de sa famille avec une apparente sincérité. Lorsque le diacre Morrison mentionna délicatement que des chasseurs locaux avaient signalé des bruits inhabituels provenant du couvent la nuit, l'expression de la mère supérieure Agatha ne montra qu'une légère préoccupation et une compréhension empathique. « Diacre Morrison », dit-elle avec son accent anglais cultivé, « nous menons souvent des séances de prière intensives pour nos résidentes les plus troublées pendant les heures calmes de la nuit. Le processus de purification spirituelle peut être assez bruyant, en particulier pour des femmes qui ont vécu dans le péché et la corruption morale. » Elle expliqua que nombre de leurs patientes arrivaient dans des états de détresse spirituelle sévère, possédées par des démons d'orgueil, de luxure et de rébellion qui luttaient désespérément contre le pouvoir purificateur de la discipline chrétienne. Certaines femmes, poursuivit-elle avec une tristesse compatissante, avaient laissé le mal s'enraciner si profondément dans leur âme que le processus d'extraction nécessitait des efforts considérables. Les sons entendus par les chasseurs étaient probablement les cris des démons chassés par la puissance de la prière et de la pénitence. L'explication fut livrée avec une telle sincérité et une telle sophistication théologique que le diacre Morrison se surprit à hocher la tête en signe d'accord. Le concept de guerre spirituelle était familier à tous les chrétiens de la frontière, et l'idée que des âmes particulièrement corrompues puissent nécessiter des mesures extrêmes pour leur salut n'était pas déraisonnable dans le contexte religieux de l'époque. La mère supérieure Agatha lui proposa ensuite de visiter les étages supérieurs du couvent, le guidant à travers des dortoirs austères mais propres, où plusieurs femmes étaient assises en contemplation silencieuse. Les résidentes semblaient calmes et profondément absorbées par la prière ou la méditation, bien que le diacre Morrison remarqua qu'elles paraissaient anormalement apathiques, se déplaçant avec une précision mécanique plutôt qu'avec une spontanéité humaine naturelle. Lorsqu'il tenta d'établir un contact visuel avec elles, elles semblaient regarder à travers lui, plutôt que vers lui, comme si leur attention était fixée sur quelque chose d'invisible au loin. Quand le diacre demanda à visiter les niveaux du sous-sol, la mère supérieure Agatha expliqua qu'ils servaient de salle de conseil spirituel intensif pour les femmes nécessitant l'attention la plus concentrée. « Je crains qu'il ne soit inapproprié pour un homme d'assister à de telles procédures intimes, » dit-elle avec un sourire pudique. Certaines de nos méthodes pour traiter la corruption spirituelle féminine nécessitent un examen privé de l'âme qui compromettrait la dignité des patientes si elles étaient observées par des yeux masculins. L'explication parut raisonnable au regard des conventions sociales de l'époque, et le diacre Morrison quitta le couvent rassuré, convaincu que Thomas Brewster avait en effet mal interprété ce qu'il avait vu. Pourtant, quelque chose continuait de le troubler durant le trajet du retour, une subtile sensation de malaise qu'il ne parvenait pas à identifier, mais qu'il ne pouvait chasser de son esprit. Les femmes qu'il avait observées semblaient trop silencieuses, trop contrôlées, se mouvant avec une uniformité contre nature qui lui rappelait davantage des somnambules que des êtres humains pleinement conscients. Et il y avait eu une odeur dans tout le bâtiment qu'il n'avait pas réussi à identifier. Pas seulement l'odeur attendue de médicaments et de produits de nettoyage, mais quelque chose d'autre en dessous.
quelque chose qui lui rappelait douloureusement les hôpitaux de campagne qu'il avait visités pendant la guerre d'indépendance, où la puanteur du sang et de la souffrance était si épaisse qu'elle semblait tapisser l'intérieur de la gorge. À la suite de la visite du diacre Morrison, les sœurs Ashford mirent en place des mesures de sécurité supplémentaires qui rendirent leurs opérations encore plus secrètes. Les cris perçants qui avaient alerté Thomas Brewster furent remplacés par un silence inquiétant, d'une manière qui paraissait encore plus sinistre que les perturbations nocturnes précédentes. Les familles locales continuèrent d'envoyer leurs femmes, difficiles, au couvent, et les sœurs continuèrent de les accueillir à bras ouverts, avec des promesses de transformation de plus en plus sophistiquées. Cependant, des habitants attentifs commencèrent à remarquer des schémas troublants, suggérant que quelque chose n'allait fondamentalement pas dans les traitements administrés derrière ces murs de pierre. Les femmes qui entraient au couvent pour une correction spirituelle en ressortaient souvent des mois plus tard, comme des personnes totalement différentes, non pas réformées ou rachetées, mais fondamentalement altérées d'une manière qui défiait toute explication. Mary Prescott était une jeune femme vive de 19 ans, connue dans tout Millbridge pour son esprit vif, son rire contagieux et son indépendance obstinée qui avait scandalisé sa famille en refusant 3 propositions de mariage de jeunes hommes convenables. Ses parents, mortifiés par ses démonstrations publiques de volonté propre, l'avaient finalement envoyée au couvent pour 6 mois de guidance spirituelle afin de la préparer à une vie conjugale appropriée. Lorsque Mary rentra chez elle, ses parents furent d'abord ravis de la transformation. La fille rebelle qui arguait de tout, des tâches ménagères à la doctrine religieuse, avait disparu. À sa place, se trouvait une femme docile, au regard vide, qui ne parlait que lorsqu'on s'adressait directement à elle et n'exprimait jamais d'opinion ou de désir personnel. Elle accepta la première proposition de mariage qui se présenta avec une conformité mécanique, ne montrant aucune émotion ni préférence quant à l'union. Mais au fil des semaines, les parents de Mary devinrent de plus en plus inquiets de l'état de leur fille. Elle ne reconnaissait plus ses plats préférés, ses possessions chéries ou ses amis d'enfance. Lorsqu'on lui montrait des lettres qu'elle avait écrites avant son traitement, elle les regardait sans compréhension, comme si elles avaient été rédigées par une parfaite inconnue. Le plus troublant de tout était son absence totale de réaction émotionnelle. Ni joie, ni tristesse, ni plaisir, ni douleur ne semblaient s'inscrire dans sa conscience. Le docteur Hartwell, consulté au sujet de l'état de Mary, loua le travail des sœurs comme un succès complet. La patiente a été guérie des défauts mentaux qui la rendaient inapte au mariage et à la maternité, déclara-t-il avec assurance. L'esprit rebelle qui causait tant de détresse à sa famille a été complètement éliminé grâce à une discipline spirituelle appropriée. Cependant, la mère de Mary remarqua des détails qui la troublèrent profondément. Sa fille portait des cicatrices inhabituelles sur le cuir chevelu, partiellement dissimulées par ses cheveux, mais visibles lors du lavage et du brossage. Les cicatrices formaient un motif suggérant une procédure délibérée plutôt qu'une blessure accidentelle. Interrogée à ce sujet, Mary ne montra aucun souvenir de la manière dont elles avaient été acquises, déclarant simplement qu'elle ne se souvenait de rien de son séjour au couvent, si ce n'est qu'elle avait prié très fort pour devenir une meilleure femme. Des transformations similaires se produisirent avec une fréquence croissante à mesure que la réputation du couvent se répandait dans toute la Nouvelle-Angleterre. Anna Morse, envoyée pour le traitement de la mélancolie à la suite de la mort de son fils en bas âge, rentra chez elle après 3 mois, en tant que femme d'un optimisme étrangement artificiel, affirmant n'avoir aucun souvenir d'avoir jamais eu un enfant. Lorsqu'on lui montra les vêtements et les jouets du bébé, elle ne manifesta aucune reconnaissance ni réaction émotionnelle, comme si tout ce chapitre de sa vie avait été entièrement effacé de sa mémoire. Le cas d'Elizabeth Thornton fut peut-être le plus troublant. L'épouse d'un marchand avait été internée au couvent pour hystérie après avoir accusé publiquement son mari d'adultère et exigé le divorce. Un comportement scandaleux qui menaçait la position sociale de toute la famille. Lorsqu'elle revint après 4 mois de traitement, non seulement elle rétracta ses accusations, mais elle insista sur le fait qu'elle ne les avait jamais formulées. Plus inquiétant encore, elle semblait n'avoir aucun souvenir des événements ayant conduit à son internement, décrivant son mariage comme parfaitement heureux et son mari comme irréprochable. L'état physique d'Elizabeth suscitait également de graves inquiétudes. Elle se plaignait de violents maux de tête qui la clouaient au lit pendant des jours. Les membres de sa famille remarquèrent aussi qu'elle semblait souvent confuse quant à des informations élémentaires, oubliant les noms d'amis de longue date.
se perdant dans des quartiers pourtant familiers et peinant à accomplir des tâches simples qui lui avaient autrefois semblé naturelles. Comme les autres femmes réformées, elle portait d'étranges cicatrices sur le cuir chevelu et affirmait ne pas se souvenir de la manière dont elles avaient été acquises. Le docteur Hartwell poursuivit son soutien enthousiaste aux méthodes d'Ashford, bien que son propre comportement devint de plus en plus erratique au fil des années. Le médecin autrefois respecté se mit à boire excessivement et se lança souvent dans de longs monologues décousus sur le progrès de la science médicale et les sacrifices nécessaires pour le bien supérieur de l'humanité. Ces journaux intimes de cette période, découverts après sa mort, révèlent un homme en proie à sa conscience, tout en justifiant des actes de plus en plus horribles. Les procédures auxquelles j'ai assisté remettent en question tous les principes de l'éthique médicale qui m'ont été enseignés. Pourtant, les résultats sont indéniables. Les sœurs ont accompli ce que les médecins européens ne font que théoriser, la capacité de modifier la personnalité, de supprimer des souvenirs spécifiques et de transformer le comportement par une intervention chirurgicale directe sur le cerveau. Leur documentation est méticuleuse, leur méthodologie solide, leurs résultats constants et reproductibles. L'histoire jugera si nous sommes des pionniers faisant progresser la connaissance humaine ou des monstres exploitant la souffrance humaine. Le flux de correspondance entre le couvent et diverses institutions médicales européennes s'intensifia considérablement durant cette période. Les employés de la poste locale, bien que liés par un serment de confidentialité assuré par de généreux paiements, ne purent s'empêcher de remarquer le volume inhabituel de colis et de lettres portant des adresses étrangères. Les sœurs Ashford recevaient régulièrement des ouvrages médicaux, des instruments chirurgicaux et des composés chimiques, tout en expédiant des rapports détaillés et ce qui semblait être des spécimens biologiques conservés. La mère supérieure, Agatha commença à effectuer des voyages mensuels à Portland et Boston, revenant toujours avec des caisses de fournitures et d'équipements nécessitant une manipulation soigneuse. Elle expliquait aux habitants curieux que le couvent mettait au point des traitements révolutionnaires pour les troubles mentaux féminins, combinant la guérison spirituelle traditionnelle avec les dernières avancées de la science médicale européenne. Son maintien cultivé et son évidente éducation rendaient ces explications plausibles aux yeux d'une communauté qui valorisait à la fois la foi religieuse et le progrès scientifique. Cependant, certains résidents demeuraient profondément méfiants face aux changements observés chez les patientes du couvent. Martha Goodwin, dont la fille Rebecca avait subi un traitement et était revenue fondamentalement transformée, commença à interroger discrètement d'autres familles sur leurs expériences. Elle découvrit une tendance inquiétante. Aucune des femmes ayant reçu un traitement intensif dans les installations souterraines ne se souvenait de quoi que ce soit de son séjour au couvent, à l'exception de fragments de prières et d'instructions religieuses. L'enquête de Martha révéla un autre fait troublant. Plusieurs femmes n'étaient tout simplement jamais revenues du couvent. Lorsque les familles s'enquérèrent de leurs filles ou épouses disparues, les sœurs Ashford affirmèrent que ces femmes avaient connu un éveil spirituel si profond qu'elles avaient choisi de rester comme résidentes permanentes, consacrant leur vie à la prière et au service. Toutefois, les familles qui demandaient à leur rendre visite se voyaient poliment mais fermement refuser l'accès, au motif que ces femmes avaient prononcé des vœux stricts de silence et de réclusion, interdisant tout contact avec leur vie antérieure. Le mystère s'approfondit lorsque Martha apprit que le couvent acceptait des femmes provenant de lieux de plus en plus éloignés. Des familles fortunées de New York, de Philadelphie et même de Charleston envoyèrent leurs filles les plus problématiques dans cette institution isolée du Maine, manifestement prêtes à payer des sommes importantes et à parcourir de longues distances pour la promesse d'une transformation comportementale complète. Les honoraires augmentèrent en conséquence. Les sœurs exigeaient désormais jusqu'à $500 pour ce qu'elles appelaient une réforme complète, un processus nécessitant généralement 6 mois et garantissant l'élimination permanente de tous les traits et tendances jugés indésirables. À mesure que le couvent entrait dans sa 2e décennie d'activité, les sœurs Ashford s'étaient imposées comme des autorités reconnues sur les troubles mentaux féminins au sein des communautés médicales d'Amérique et d'Europe. Leur réputation soigneusement construite attira l'attention de certains des médecins et chercheurs les plus éminents de l'époque, fascinés par les études de cas détaillées et les taux de réussite remarquables consignés dans la correspondance régulière des sœurs avec les institutions médicales. Le docteur Jonathan Whitmore de la faculté de médecine de Harvard devint l'un de leurs correspondants les plus assidus,
entretenant un échange de lettres régulier pendant plus de 15 ans. Dans ses communications conservées dans les archives de Harvard, il exprimait son étonnement face à la sophistication de leurs recherches. Votre documentation des techniques de modification comportementale dépasse tout ce que j'ai rencontré dans la littérature européenne contemporaine. La précision avec laquelle vous corrélez des interventions physiques spécifiques à des changements de personnalité prévisibles suggère un niveau de compréhension que notre profession n'atteindra pas avant des décennies. Ce que le docteur Whitmore ne comprenait pas, c'est qu'il lisait des descriptions cliniques de procédures qui seraient plus tard reconnues comme des formes primitives de lobotomie, de trépanation et de lésions cérébrales systématiques. Les sœurs Ashford avaient développé une compréhension sophistiquée de l'anatomie crânienne et du fonctionnement cérébral grâce à des années d'expérimentation sans restriction sur des sujets humains, accumulant un savoir que les chercheurs légitimes ne pouvaient qu'imaginer à partir d'études animales et d'examens post-mortem. La méthodologie de recherche des sœurs était d'une rigueur troublante. Elles tenaient des dossiers détaillés sur les traits de personnalité, les comportements et les caractéristiques psychologiques de chaque patiente avant traitement, puis documentaient chaque aspect de leurs procédures expérimentales avec une précision scientifique. Les observations post-traitement suivaient les changements de mémoire, de personnalité, de fonctions cognitives et de comportement avec la même minutie que celle des recherches médicales reconnues. Leurs techniques chirurgicales évoluèrent considérablement au cours de cette période. Sœur Prudence était devenue remarquablement habile dans ce qu'elle appelait l'intervention crânienne ciblée, développant des méthodes pour accéder à des régions spécifiques du cerveau par des points d'entrée soigneusement calculés. Ces dessins anatomiques détaillés, découverts des décennies plus tard, montraient diverses approches des structures cérébrales avec des mesures et des angles précis témoignant d'une compréhension avancée de l'anatomie crânienne. Les procédures elles-mêmes étaient menées avec un détachement clinique qui les rendait d'autant plus horrifiantes. Les patientes étaient généralement sédatées à l'aide de laudanum ou d'autres opiacés, mais pas suffisamment pour éliminer complètement la conscience. Les sœurs avaient besoin que leur sujet reste réactif, afin de pouvoir observer les effets de leurs interventions en temps réel. Elles posaient des questions, donnaient des ordres et observaient les changements de comportement, tandis qu'elles manipulaient différentes régions du cerveau avec leurs instruments. La novice Temperance était devenue l'experte du groupe en ce qu'elles appelaient le conditionnement psychologique et la reconstruction comportementale. Elle développa des protocoles élaborés visant à renforcer les effets des procédures chirurgicales par des programmes soigneusement conçus de récompense et de punition, de manipulation sensorielle et de pression psychologique. Ces méthodes incluaient un contrôle strict de l'alimentation, la privation de sommeil, des extrêmes de température et l'isolement social, le tout calibré pour démanteler les structures de personnalité existantes et les reconstruire selon des spécifications désirées. Les sœurs furent également pionnières dans l'utilisation de divers composés chimiques afin d'amplifier les résultats de leurs expériences. Grâce à leur réseau de contacts médicaux, elles eurent accès à des substances qui ne seraient pas disponibles pour la médecine conventionnelle avant des décennies. Elles expérimentèrent différentes combinaisons de drogues, consignant leurs effets sur la conscience, la mémoire et la susceptibilité à la manipulation psychologique avec la même approche systématique que pour leurs travaux chirurgicaux. En 1815, le couvent avait fait passer plus de 400 femmes par ces divers programmes de traitement. Les sœurs tenaient des registres statistiques détaillés, indiquant des taux de réussite supérieurs à 90%, bien que leur définition du succès fût l'élimination complète de tout trait de personnalité ou comportement ayant motivé l'internement de la patiente. Les femmes décédées durant le traitement étaient enregistrées comme des échecs et leurs corps conservés pour des études ultérieures. L'ampleur de leurs opérations s'étendit considérablement durant cette période. Elles commencèrent à accepter ce qu'elles appelaient des volontaires de recherche, généralement des femmes démunies sans attache familiale, à qui l'on offrait nourriture, abri et une modeste compensation en échange de leur participation à des traitements expérimentaux destinés à faire progresser la compréhension médicale de l'esprit féminin. Ces femmes, souvent prostituées, vagabondes ou veuves sans moyens de subsistance, fournirent aux sœurs des sujets d'essai pour leurs procédures les plus expérimentales. La documentation issue de ces expériences, découverte plus tard dans des archives dissimulées à travers le couvent, révèle une approche systématique de l'expérimentation humaine, à la fois méthodique et terrifiante.
Les sœurs consignaient des mesures précises des dimensions du crâne, des descriptions détaillées des réactions des tissus cérébraux à divers stimuli et des observations attentives de la relation entre des interventions chirurgicales spécifiques et des changements comportementaux. Elles entretenaient également une correspondance étendue avec des chercheurs d'Europe et d'Amérique, vendant leurs résultats à des institutions médicales incapables ou réticentes à mener de telles études elles-mêmes. Ces lettres révèlent l'existence d'un marché noir florissant des données issues de l'expérimentation humaine, les sœurs Ashford agissant comme fournisseurs principaux d'informations impossibles à obtenir par des méthodes de recherche légitimes. Le docteur Heinrich Zimmermann de l'Université de Vienne devint l'un de leurs clients les plus lucratifs, payant des sommes considérables pour une documentation détaillée sur la modification de la personnalité par intervention chirurgicale. Ces lettres, interceptées des décennies plus tard par les autorités, demandaient explicitement des informations sur des procédures visant à éliminer des souvenirs spécifiques, à réduire la réactivité émotionnelle et à créer ce qu'il appelait des états comportementaux dociles chez des sujets féminins. L'Université d'Édimbourg, ironiquement la même institution qui avait expulsé le docteur Agatha Brennan des années auparavant, acheta sans le savoir des données de recherche provenant de leurs anciennes collègues par l'intermédiaire d'agents qui ne révélèrent pas la véritable source de l'information. L'école de médecine de l'université intégra les résultats des Ashford dans son programme, enseignant des techniques chirurgicales et des théories psychologiques fondées sur une expérimentation humaine systématique menée dans les forêts du Maine. Plus glaçant encore, les sœurs commencèrent à accepter des commandes pour des types spécifiques de modifications comportementales. Des familles fortunées pouvaient demander des changements de personnalité particuliers chez leurs parentes problématiques, élimination des intérêts artistiques, réduction de la curiosité intellectuelle, suppression des attachements romantiques ou création d'une parfaite docilité domestique. Les sœurs développèrent des procédures spécialisées pour chaque type de modification, facturant des prix élevés pour des services de plus en plus sophistiqués. La façade soigneusement entretenue qui avait protégé les sœurs Ashford pendant près de 2 décennies commença à se fissurer sérieusement durant l'hiver 1818, lorsqu'une jeune femme nommée Sarah Whitman arriva au couvent dans des circonstances qui allaient finalement causer leur perte. Contrairement aux femmes brisées et désespérées qui sollicitaient habituellement l'aide des sœurs, Sarah arriva en combattante, dotée d'une intelligence et d'une force de volonté que les pressions sociales n'avaient pas écrasées. Le crime de Sarah avait été de donner naissance à un enfant hors mariage et de refuser obstinément de révéler l'identité du père, malgré des mois de pression de la part de sa riche famille de Boston. Ses parents, de grands marchands soucieux de leur réputation, avaient d'abord tenté d'organiser un mariage discret ou une adoption afin de préserver l'honneur familial. Lorsque Sarah rejeta ces 2 options, insistant sur son droit de garder son enfant et de vivre de manière indépendante, ils la déclarèrent mentalement instable et organisèrent son internement au couvent des Larmes éternelles. À 24 ans, Sarah possédait un intellect remarquable, nourri par des parents progressistes jusqu'à ce que sa grossesse fasse d'elle une source d'embarras. Elle avait reçu une éducation exceptionnellement complète pour une femme de son époque, incluant une familiarité avec des textes médicaux grâce aux relations de son père avec des médecins de Boston. Ce bagage se révéla crucial pour reconnaître la véritable nature des activités des sœurs Ashford. Dès son arrivée, Sarah comprit que le couvent n'était pas ce qu'il prétendait être. Les autres résidentes se déplaçaient avec la précision mécanique de personnes dont la personnalité avait été fondamentalement altérée, leurs réactions étant artificiellement contrôlées et leurs regards étrangement vides. Beaucoup portaient des cicatrices visibles sur le cuir chevelu, partiellement dissimulées par des cheveux laissés repousser sur les sites chirurgicaux. Plus révélateur encore, plusieurs femmes présentèrent des symptômes évidents de lésions cérébrales, difficultés d'élocution, troubles de la mémoire et changements de personnalité si drastiques qu'elles semblaient être des personnes entièrement différentes. Les connaissances médicales de Sarah lui permirent de reconnaître ces symptômes pour ce qu'ils étaient, les conséquences d'interventions chirurgicales délibérées sur le cerveau. Durant sa première semaine au couvent, elle fut soumise aux mêmes examens préliminaires que ceux précédant tous les traitements intensifs. Mesures détaillées de son crâne, interrogatoires approfondis sur ses traits de personnalité et ses comportements, et tests physiques qui semblaient conçus pour cartographier ses réponses neurologiques plutôt que pour évaluer son état spirituel. Les sœurs Ashford
furent d'abord déconcertés par la résistance de Sarah à leur procédure de conditionnement standard. La plupart des patientes, déjà brisées par la honte sociale et le rejet familial, se soumettaient rapidement à l'autorité du couvent. Sarah, en revanche, maintint sa défiance même face à des traitements de plus en plus sévères destinés à briser ses défenses psychologiques et à la préparer à des interventions plus intensives. Elle fut placée en isolement pendant plusieurs jours, privée de nourriture et d'eau suffisante, et soumise à des heures d'abus psychologiques visant à détruire son estime de soi. Sœur Temperance, l'experte du couvent en conditionnement comportemental, employa toutes les techniques de son arsenal pour briser la volonté de Sarah. Privation sensorielle, extrême de température, perturbation du sommeil et attaques verbales constantes contre son caractère et sa valeur en tant qu'être humain. Malgré tout, Sarah demeura vigilante et déterminée à s'échapper. Elle utilisa son temps d'isolement pour cartographier mentalement l'agencement du couvent, mémoriser les routines des sœurs et planifier sa future fuite. Plus important encore, elle commença à consigner ses observations dans un journal de fortune, rédigé sur des bouts de papier avec de l'encre fabriquée à partir de jus de baie et dissimulée dans les coutures de ses vêtements. La percée de Sarah survint lors d'un violent orage en mars 1819, lorsque des inondations dans le sous-sol perturbèrent les opérations normales du couvent. Les sœurs furent contraintes de déplacer le matériel et les patientes vers les étages supérieurs, créant une confusion qui offrit à Sarah l'occasion qu'elle attendait. Profitant du chaos lié au déplacement des matériaux et à la gestion de la crise, elle échappa à ses gardiens et commença à explorer des zones du bâtiment normalement strictement interdites aux patientes. Ce qu'elle découvrit dans les chambres souterraines dépassait ses pires craintes. Les pièces inondées contenaient des preuves de procédures défiant l'entendement. Des tables d'opération équipées de dispositifs de contention destinés à immobiliser complètement les patientes. Des collections d'instruments chirurgicaux sans équivalent dans la médecine conventionnelle. Et, plus horrifiante encore, des spécimens conservés de tissu cérébral humain flottant dans des bocaux en verre, chacun soigneusement étiqueté avec le nom de la patiente, la date et des notes procédurales. Les registres chirurgicaux qu'elle trouva documentaient des procédures qu'elle reconnut comme des lésions cérébrales délibérées infligées avec une précision scientifique. Les notes décrivaient l'ablation systématique de tissu cérébral dans des régions spécifiques, accompagnées d'observations attentives sur les changements résultant de personnalité, de mémoire et de comportement. Certaines entrées comprenaient des croquis détaillés de crânes ouverts et des schémas anatomiques indiquant l'emplacement précis des interventions chirurgicales. Plus accablante encore, Sarah découvrit des dossiers de correspondance contenant des lettres de médecins européens achetant les données de recherche des sœurs pour des sommes considérables. Ces lettres traitaient l'acquisition de résultats expérimentaux et de spécimens anatomiques avec l'indifférence froide de transactions commerciales. Il devint clair que le couvent fonctionnait comme une entreprise, vendant les résultats de l'expérimentation humaine à des chercheurs incapables ou réticents à mener eux-mêmes de telles études. Munie de ces connaissances et d'échantillons de documentation qu'elle parvint à dissimuler sur elle, Sarah commença à planifier son évasion avec une urgence désespérée. Elle savait qu'elle était programmée pour un traitement intensif dans les jours suivants et comprenait que cela la laisserait probablement aussi endommagée que les autres femmes qu'elle avait observées. Sa fenêtre d'opportunité se refermait rapidement et les sœurs devenaient de plus en plus soupçonneuses face à sa résistance persistante. La tentative d'évasion eut lieu lors d'une nuit sans lune au début d'avril 1819, lorsque Sarah parvint à maîtriser un gardien et à s'enfuir dans la forêt environnante. Les sœurs Ashford organisèrent immédiatement une vaste opération de recherche, conscientes que Sarah possédait des informations susceptibles de détruire leur façade soigneusement construite et d'exposer des décennies d'activités criminelles. Pendant 3 jours éprouvants, elle échappa à la capture en progressant à travers la nature sauvage vers la colonie la plus proche, survivant grâce à l'eau de source et aux plantes comestibles qu'elle parvenait à identifier. La poursuite menée par les sœurs était implacable et bien organisée. Elle connaissait intimement le terrain et disposait des ressources nécessaires pour lancer une véritable chasse à l'homme, incluant des hommes locaux recrutés sous le prétexte de rechercher une femme mentalement perturbée susceptible de se faire du mal. Sarah pouvait entendre ses poursuivants tout au long de sa fuite, leurs appels résonnant dans la forêt tandis qu'ils fouillaient méthodiquement chaque cachette possible. La deuxième nuit de son évasion
Sarah faillit être reprise lorsqu'elle tomba sur un groupe de recherche alors qu'elle cherchait un abri contre une averse soudaine. Seule sa vivacité d'esprit et sa connaissance intime de la forêt, acquise lors de visites d'enfance au camp de bûcherons de son grand-père, lui permirent d'échapper à la détection. Elle passa le reste de la nuit cachée dans un tronc d'arbre tombé, écoutant ses poursuivants fouiller la zone autour de sa cachette. Au troisième jour, l'état physique de Sarah se dégradait rapidement. Elle était déshydratée, épuisée, et souffrait de l'exposition au rude climat d'avril. Ses pieds saignaient d'avoir marché pieds nus sur un terrain accidenté, et elle commençait à montrer des signes d'hypothermie. Pourtant, sa détermination à atteindre un lieu sûr et à exposer les crimes des sœurs Ashford la poussait en avant malgré les protestations de son corps. Le tournant survint lorsqu'elle rencontra un trappeur nommé Joshua Meadows, qui vérifiait ses pièges aux premières heures du matin. D'abord méfiant face à cette femme à l'apparence sauvage surgissant de la forêt, l'attitude de Joshua changea radicalement lorsque Sarah commença à décrire des détails précis du couvent que seule une personne ayant une connaissance interne pouvait connaître. Son désespoir était authentique, ses blessures bien réelles, et son récit trop détaillé et cohérent pour être le produit d'une maladie mentale. Joshua fournit à Sarah de la nourriture, des vêtements chauds et, surtout, un passage sûr jusqu'au bureau du shérif à Millbridge. Même durant leur trajet, Sarah restait terrorisée à l'idée que les sœurs Ashford la retrouvent avant qu'elle ne puisse raconter son histoire aux autorités. Elle avait vu suffisamment de leurs opérations pour savoir qu'elles disposaient de ressources et de connexions bien au-delà de leur couvent isolé. Lorsque Sarah Whitman atteignit enfin le bureau du shérif William Hawthorne à Millbridge, le 18 avril 1819, son apparence et ses affirmations extraordinaires furent d'abord accueillies avec le même scepticisme que celui qui avait accueilli le récit de Thomas Brewster 16 ans plus tôt. Le shérif Hawthorne, homme pragmatique fier de son jugement équilibré, pensa avoir affaire à une autre victime de l'exposition aux rigueurs de la nature et à une crise mentale. Le récit de Sarah concernant une expérimentation humaine systématique semblait trop fantastique pour être crédible, trop horrible pour être réel. Cependant, plusieurs éléments distinguaient son témoignage de ceux des individus habituellement considérés comme perturbés. Tout d'abord, sa connaissance détaillée de l'agencement intérieur du couvent correspondait à des informations jamais rendues publiques. Elle pouvait décrire non seulement la structure générale du bâtiment, mais aussi des détails précis sur les chambres souterraines, la disposition des équipements et l'emplacement de zones de stockage dissimulées que seule une personne ayant un accès étendu pouvait connaître. Plus important encore, Sarah avait réussi à dérober plusieurs documents cruciaux lors de son évasion. Des notes chirurgicales, de la correspondance avec des institutions médicales européennes et des dossiers de patientes fournissant des preuves concrètes des activités des sœurs Ashford. Ces documents, rédigés dans un langage clinique, mais décrivant des procédures qui seraient considérées comme des crimes de guerre selon les normes modernes, ne laissaient aucun doute quant au caractère systématique des horreurs commises au couvent. Le premier document était un registre chirurgical couvrant des procédures effectuées sur 23 femmes sur une période de 8 mois. Les entrées étaient rédigées avec une précision scientifique, documentant des opérations impliquant le perçage de trous dans le crâne des patientes et l'insertion de divers instruments afin d'endommager ou de retirer des tissus cérébraux spécifiques. Chaque entrée comprenait des évaluations de personnalité préopératoires détaillées, des notes chirurgicales décrivant les procédures exactes réalisées et des observations post-opératoires suivant les changements de comportement, de mémoire et de fonction cognitive. Une entrée particulièrement glaçante décrivait le cas de Margaret Fowler, une jeune femme de 19 ans internée pour une passion excessive pour la lecture et une curiosité intellectuelle jugée inappropriée à son sexe. Les notes chirurgicales décrivaient une procédure destinée à endommager les régions cérébrales associées à l'apprentissage et à la mémoire, avec pour objectif déclaré de réduire l'intérêt compulsif de la patiente pour les livres et la pensée abstraite, tout en préservant les compétences domestiques de base. Les observations post-opératoires démontraient le succès terrifiant de la procédure. La personnalité de Margaret avait été fondamentalement altérée. Son amour de la lecture avait totalement disparu. Son vocabulaire avait été considérablement réduit et sa capacité à raisonner de manière complexe gravement compromise. Les notes concluaient avec satisfaction que la patiente manifeste désormais une docilité féminine appropriée et ne montre aucun intérêt pour des activités dépassant les tâches ménagères élémentaires. Le deuxième document
était encore plus accablant. Il s'agissait d'un dossier de correspondance détaillé contenant des lettres du docteur Heinrich Zimmermann de l'Université de Vienne, négociant l'achat de données de recherche sur l'intervention crânienne pour la somme de 4000 florins autrichiens. Les lettres demandaient explicitement une documentation sur des techniques permettant d'éliminer des souvenirs et des traits de personnalité indésirables par modification chirurgicale de la structure cérébrale. La correspondance du docteur Zimmermann révélait l'existence d'un réseau international de chercheurs achetant des données issues de l'expérimentation humaine auprès des sœurs Ashford. Des universités d'Édimbourg, de Berlin et de Paris recevaient toutes des rapports réguliers, détaillant les résultats de procédures qui seraient interdites par tout système juridique civilisé. Les sœurs fonctionnaient essentiellement comme des fournisseurs commerciaux d'informations que les chercheurs légitimes ne pouvaient obtenir par des moyens éthiques. Le troisième document était peut-être le plus terrifiant. Un catalogue de patientes répertoriant plus de 600 femmes, passées par les divers programmes du couvent depuis 1788. Le catalogue était organisé par type de traitement reçu, avec des annotations détaillées décrivant les procédures spécifiques effectuées sur chaque patiente et leur devenir final. La majorité des entrées étaient marquées, réformées et renvoyées. Des femmes ayant subi une modification chirurgicale et ayant été retournées à leur famille avec des personnalités altérées. Un plus petit nombre était listé comme résidentes permanentes, des femmes censées avoir choisi de rester au couvent, mais dont l'emplacement actuel n'était pas précisé. Le plus troublant était qu'environ 200 entrées étaient simplement marquées « expirées », des femmes décédées, pendant ou peu après des procédures expérimentales. Confronté à ces preuves accablantes, le shérif Hawthorne comprit qu'il avait affaire à des crimes dépassant tout ce qu'il avait connu. Il organisa immédiatement une descente au couvent, rassemblant une force de 15 hommes armés, pour ce qu'il comprenait désormais être bien plus qu'une arrestation de routine. Le shérif envoya également des messages urgents aux autorités de Portland et de Boston, demandant l'assistance de marshals fédéraux ayant compétence sur des crimes d'une telle ampleur. Cependant, les sœurs Ashford surveillaient la situation grâce à leur réseau d'informateurs à Millbridge. Lorsque la troupe arriva au couvent le matin du 20 mai 1819, le bâtiment était entièrement abandonné. Les sœurs avaient disparu durant la nuit, emportant avec elles la majeure partie de leur équipement portable et de leur documentation, ne laissant derrière elles que ce qu'elles ne pouvaient transporter. La fouille du couvent abandonné révéla une chambre des horreurs qui traumatisa même les membres les plus aguerris de la troupe. Le sous-sol abritait un théâtre chirurgical entièrement équipé avec des instruments spécialement conçus pour des procédures crâniennes. Les murs étaient tapissés d'étagères contenant des centaines de spécimens cérébraux conservés, chacun étiqueté avec des informations détaillées sur la patiente dont il avait été prélevé et les expériences spécifiques menées. Une chambre dissimulée derrière un faux mur contenait 47 corps, à divers stades de conservation, tous présentant des signes de chirurgie crânienne. Les corps étaient maintenus dans une solution d'alcool et d'autres produits chimiques, apparemment à des fins d'études continues. Chaque cadavre portait une étiquette détaillant les procédures effectuées et les résultats obtenus avant la mort. Les enquêteurs découvrirent également une vaste documentation laissée derrière lors de la fuite précipitée des sœurs. Des classeurs contenaient des milliers de pages de notes chirurgicales, de dossiers de patientes et de correspondances avec des institutions médicales du monde entier. L'ampleur de l'opération était stupéfiante. Les sœurs avaient mené une expérimentation humaine systématique pendant plus de 20 ans, documentant des procédures qui ne seraient reconnues par la médecine conventionnelle que des décennies plus tard. Le docteur Samuel Hartwell, confronté aux preuves de sa complicité, tenta d'abord de justifier son implication en affirmant qu'il faisait progresser la science médicale au bénéfice de l'humanité. Ces femmes étaient déjà perdues pour la société, argumenta-t-il désespérément. Leur état les rendait inaptes à une vie normale. Au moins, leur souffrance a contribué à un savoir qui aidera les générations futures. Cependant, lorsqu'il fut confronté à l'ampleur complète de l'expérimentation et aux preuves de meurtres systématiques déguisés en traitement médical, le docteur Hartwell subit ce qui sembla être un effondrement mental total. Dans sa confession finale, livrée sous garde à la prison de Millbridge, il révéla les véritables identités des sœurs Ashford et l'étendue complète de leur passé criminel. Les femmes connues sous les noms de Mère supérieure, Agatha, Sœur Prudence et novice Temperance Ashford, étaient en réalité la docteure Agatha Brennan, la docteure Prudence Ashford
et la docteure Temperance Ashford, des médecins formés qui avaient été expulsés d'institutions médicales européennes pour avoir mené des expériences humaines non autorisées. La docteure Brennan avait été interdite d'exercice en Écosse après la mort de plusieurs patientes lors de procédures expérimentales visant à corriger l'hystérie féminine par intervention chirurgicale. La docteure Prudence Ashford avait été renvoyée de la faculté de médecine de l'Université d'Édimbourg après avoir été surprise en train de mener des expériences illégales sur des patientes d'asile, afin de cartographier les fonctions cérébrales par des lésions crâniennes systématiques. La docteure Temperance Ashford, la plus jeune des trois, avait été l'élève de ses sœurs dans le développement de techniques de conditionnement psychologique destinées à renforcer les effets des procédures chirurgicales. Les trois femmes avaient fui l'Europe en 1797 et établi leur fausse identité de religieuses anglicanes afin de poursuivre leurs recherches dans un lieu où elles seraient libres de toute supervision médicale ou contrainte légale. Elles passèrent plus de 20 ans à perfectionner des techniques de modification du comportement humain par intervention chirurgicale, accumulant un savoir que les chercheurs légitimes ne pouvaient qu'imaginer obtenir. La traque des sœurs Ashford devint l'une des enquêtes criminelles les plus vastes de l'histoire américaine naissante, impliquant des marshals fédéraux, des shérifs locaux et même une coopération internationale avec les autorités européennes. Cependant, les trois femmes disparurent complètement, ne laissant derrière elles que les preuves horrifiantes de 2 décennies d'expérimentation humaine systématique. L'enquête révéla que les sœurs avaient maintenu de multiples voies d'évasion depuis le couvent et accumulé une richesse substantielle, grâce à leurs activités illégales. Des relevés bancaires découverts durant l'enquête montrèrent qu'elles avaient transféré d'énormes sommes vers des comptes au Canada, au Mexique et dans plusieurs pays européens au fil des années. Le montant total dépassait 50 000 $, une fortune qui vaudrait des millions aujourd'hui. Les sœurs avaient également établi de fausses identités et des refuges sécurisés à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, suggérant qu'elles avaient planifié leur fuite éventuelle dès le début de leurs opérations américaines. Des registres d'expédition indiquaient qu'elles avaient progressivement déplacé du matériel et de la documentation hors du couvent pendant des mois, avant l'évasion de Sarah, se préparant à la possibilité que leurs activités soient un jour découvertes. L'enquête révéla toute l'ampleur de leur entreprise criminelle. Sur une période de 21 ans, les sœurs Ashford avaient fait passer plus de 600 femmes par leurs programmes expérimentaux. Environ 250 avaient été renvoyées à leur famille comme patientes, traitées avec succès, bien que l'enquête révéla que toutes présentaient des signes de lésions cérébrales compatibles avec une intervention chirurgicale. Une cinquantaine de femmes avaient été signalées comme ayant choisi de rester au couvent en tant que résidentes permanentes, bien qu'aucune trace de ces femmes n'ait jamais été retrouvée. Les sœurs avaient apparemment assassiné ces patientes, lorsque leur état les rendait impropres à un retour dans la société, conservant leur corps pour des études continues et se débarrassant des restes lorsque la conservation n'était plus utile. Les 200 femmes restantes furent retrouvées à divers stades de conservation dans les chambres secrètes du couvent. Il s'agissait manifestement de patientes décédées lors de procédures expérimentales ou délibérément tuées lorsque leur réaction au traitement fournissait des données de recherche précieuses. La conservation systématique de ces corps suggérait qu'ils avaient été maintenus pour des études comparatives sur de longues périodes. L'enquête mit également au jour l'existence d'un vaste réseau de collaborateurs au sein des communautés médicales et universitaires. Le docteur Hartwell n'était qu'un des nombreux médecins ayant orienté des patientes vers le couvent et fourni des fournitures médicales en échange d'un accès aux résultats expérimentaux. Des employés de la poste, des fournisseurs et même certains responsables locaux avaient été payés pour maintenir le secret autour des activités du couvent. Des universités d'Amérique et d'Europe avaient, sans le savoir, intégré les recherches des sœurs Ashford dans leur programme d'enseignement. Des techniques chirurgicales et des théories psychologiques enseignées à de nouvelles générations de médecins reposaient sur une expérimentation humaine systématique menée dans les forêts du Maine. La découverte força une douloureuse réévaluation des sources du savoir médical et des normes éthiques de la profession. Les familles des victimes furent confrontées à un choix agonisant entre la recherche de justice et la protection de leur réputation. Reconnaître publiquement que leurs filles et épouses avaient été soumises à des expérimentations horrifiantes les exposerait au scandale social et détruirait leur position au sein de leur communauté.
La plupart choisirent le silence, préférant vivre avec un deuil privé plutôt qu'avec la honte publique. Cette conspiration du silence signifia que l'ampleur complète des crimes des sœurs Ashford ne fut jamais officiellement reconnue. L'enquête fut discrètement close après 6 mois, la majorité des preuves étant scellées dans des archives gouvernementales qui ne seraient ouvertes que plus d'un siècle plus tard. Le dossier officiel se contentait d'indiquer que 3 femmes exploitant un établissement médical frauduleux avaient fui la justice, laissant derrière elles des preuves de méthodes de traitement irrégulières. Le bâtiment du couvent fut finalement incendié par des habitants locaux désireux d'effacer toute trace de ce qui s'y était produit. Cependant, l'abondante documentation des expériences des sœurs fut préservée et finit par parvenir à des institutions médicales du monde entier. Ironiquement, des recherches obtenues par des moyens aussi horribles contribuèrent à des avancées légitimes dans la compréhension du fonctionnement cérébral et des troubles psychologiques. Sarah Whitman, la seule survivante à s'être échappée et à avoir exposé la vérité, lutta pendant des années contre le traumatisme de son expérience. Elle passa des mois à fournir des témoignages aux enquêteurs et à aider à identifier d'autres victimes. Mais le coût émotionnel fut dévastateur. Le fait d'être la seule personne prête à parler publiquement des horreurs dont elle avait été témoin l'isola dans une société qui préférait oublier de telles vérités dérangeantes. Sarah finit par s'installer en Californie sous un nom d'emprunt, où elle travailla comme enseignante tout en tentant de reconstruire sa vie. Elle ne se maria jamais et maintint des contacts minimaux avec sa famille, embarrassée par son témoignage public concernant le couvent. Ses mémoires détaillées, rédigées peu avant sa mort en 1863, fournirent le récit le plus complet de la vie au sein du couvent des Larmes éternelles et servirent de preuve historique cruciale des crimes des sœurs. Les sœurs Ashford elles-mêmes ne furent jamais capturées, bien que des rapports non confirmés les aient situées en divers lieux des Amériques et d'Europe au cours des décennies suivantes. Certains enquêteurs pensaient qu'elles avaient poursuivi leur œuvre sous d'autres identités, tandis que d'autres suggéraient qu'elles avaient été éliminées par des associés cherchant à supprimer des témoins de leurs crimes. Un signalement en Argentine en 1847 décrivait 3 femmes âgées exploitant un établissement médical privé pour des familles fortunées. Mais l'enquête s'avéra inconcluante. Le témoignage le plus crédible provenait d'un médecin français qui affirma avoir rencontré la docteure Agatha Brennan à Paris, en 1856. Selon son rapport, elle exerçait sous un nom d'emprunt comme médecin privé spécialisé dans les troubles nerveux féminins, utilisant des techniques présentant des similitudes troublantes avec celles documentées au couvent du Maine. Toutefois, lorsque les autorités enquêtèrent, la femme avait déjà disparu, ne laissant derrière elle que des indices troublants de sa véritable identité. L'affaire du couvent des Larmes éternelles représente l'un des exemples les plus systématiques et prolongés d'expérimentation humaine de l'histoire américaine. Les sœurs Ashford combinèrent une méthodologie scientifique rigoureuse avec une faillite morale totale, créant un programme de recherche qui fit progresser la connaissance médicale tout en détruisant des centaines de vies. Leur documentation méticuleuse révéla des techniques et des perspectives qui ne seraient officiellement reconnues par la médecine dominante que des décennies plus tard, mais à un coût humain qui défie l'entendement. Cette affaire mit également en lumière la vulnérabilité des femmes dans la société américaine du début du XIXe siècle, où les pressions sociales et les contraintes juridiques rendèrent possible l'action impunie de 3 criminels pendant plus de 2 décennies. L'exploitation systématique des membres les plus vulnérables de la société, justifiée par des prétentions de progrès médical et de bénéfices social, révèle avec quelle facilité des intentions prétendument nobles peuvent masquer des crimes atroces. Plus troublante encore, la conspiration du silence qui suivit la révélation des sœurs démontra la volonté de la société de réprimer des vérités inconfortables plutôt que d'en affronter les implications. Les familles, les institutions médicales et les responsables gouvernementaux qui choisirent le secret plutôt que la justice garantirent que la souffrance des victimes serait oubliée et que des crimes similaires pourraient se reproduire. Cette histoire illustre le potentiel terrifiant d'une ambition scientifique incontrôlée combinée à des préjugés sociaux à l'encontre des populations vulnérables. Le fait que 3 femmes aient pu mener un programme systématique d'expérimentation humaine pendant plus de 20 ans avec le soutien tacite de professionnels de la santé et de dirigeants communautaires montre à quel point le savoir peut devenir dangereux lorsqu'il est poursuivi sans compassion humaine ni contrainte éthique. Que pensez-vous de cette histoire? De telles horreurs systématiques
auraient-elles réellement pu rester cachées aussi longtemps dans la société américaine du début du XIXe siècle? Les éléments disponibles suggèrent que la quête de connaissance, lorsqu'elle est dissociée de la responsabilité morale et éthique, peut conduire à des atrocités qui remettent en cause notre conception du comportement civilisé. Pensez-vous que des crimes similaires pourraient encore aujourd'hui se dissimuler derrière des façades de respectabilité et de progrès scientifique? Laissez votre commentaire avec votre opinion sur ce chapitre glaçant de l'histoire américaine.